Cette puissance, encore pour qu'elle ait un sens, doit être organisée. Et ça, c'est un autre grand chapitre des relations internationales. Il ne suffit pas d'avoir des ressources de puissance, encore faut-il les organiser. Alors, là aussi, faisons un petit retour en arrière. L'organisation de la puissance militaire renvoyait, à mesure que le système westphalien se mettait en place, à un jeu assez ordonné, où on comptait encore jusqu'en 1945 la capacité militaire des États en termes de capacité de mobilisation, en termes de nombre d'hommes, comme on disait alors, mobilisables. C'était encore en 1945 le temps où les États-Unis pouvaient faire valoir une capacité de mobilisation d'1,5 million d'hommes, le temps où la Chine faisait valoir une capacité de mobilisation de 2,5 millions de soldats, l'Inde d'1,5 million, etc. En 1945, et je vais directement à l'essentiel, patatras, nous sommes dans une situation de profonde rupture. Pourquoi ? Bien parce que les 6 et 8 août 1945 s'abattent sur les villes japonaises de Nagasaki, d'Hiroshima d'abord et de Nagasaki ensuite, des bombardements nucléaires. Les États-Unis disposent de l'arme nucléaire. La rupture est profonde. Pourquoi la rupture est-elle profonde ? Et que va-t-il se passer à partir de ce moment ? Je vous signale par parenthèse que le seul État qui ait jamais utilisé l'arme atomique est une démocratie. Et que lorsqu'on fait à l'arme atomique le procès de ne pas être détenu par des régimes autoritaires, on oublie que la seule expérience, hélas, c'est l'usage de l'arme nucléaire par une démocratie. Mais nous sommes dans une rupture grave, parce que cette fois-ci, avec l'arme nucléaire, la capacité de destruction l'emporte désormais sur la capacité de gagner. C'est-à-dire que, contrairement à ce que prêchait Clausewitz, dont nous reparlerons dans 15 jours, la finalité de la guerre n'était plus de gagner, mais de détruire l'autre. Avec toujours cette idée terrible que détruire l'autre pouvait conduire à ma propre destruction. Et c'est la raison pour laquelle l'apparition de l'arme nucléaire a remplacé la notion de puissance par la notion de puissance de dissuader. Autrement dit, quand je vous disais tout à l'heure la puissance, c'est agir, non. Avec l'arme nucléaire, la puissance, c'est la capacité de dissuader l'autre d'agir. Ce qui modifie profondément les théories de la stratégie, les calculs militaires, et ça, je vous en reparlerai abondamment bientôt. Alors, cette apparition révolutionnaire va donner lieu à toute une succession de séquences historiques. La première va de 1945-1949, qui est une expérience unique, par définition qui ne se renouvellera jamais, à savoir, de 1945 à 1949, l'arme nucléaire n'est détenue que par une seule puissance, les États-Unis. Autrement dit, pendant 4 ans, les États-Unis avaient la possibilité, même avec Staline en face, de faire tout ce qu'ils voulaient. Et on se rappelle le ministre des Affaires étrangères soviétique de l'époque, M. Vyshinsky, se plaignant devant la toute nouvelle tribune des Nations Unies de ce manque d'équité qui faisait qu'une puissance avait l'arme nucléaire et pas les autres. Et à l'époque, l'Union soviétique plaidait alors purement et simplement pour l'interdiction de ce genre d'engin. On comprend bien pourquoi. En 1949,
on entre dans une seconde phase, d'ailleurs une deuxième phase, parce qu'il va y en avoir d'autres après, qui fait rimer dissuasion avec compétition. Car désormais, à partir de 1949, l'URSS a également l'arme nucléaire. Et du coup, nous allons assister à une dynamique tout à fait inédite et très importante pour comprendre la vie internationale, à savoir ceux qui disposent de l'arme atomique ne vont avoir de cesse de fermer le club, de faire en sorte que les autres n'en disposent pas. C'est là, et dès 1949, qu'apparaît la vieille idée de non-prolifération, dont je vais vous parler dans un instant. Cette idée de non-prolifération devient au centre du fonctionnement de l'espace mondial, c'est-à-dire distinguer le club des élus de ceux qui ont le droit de dissuader. C'est ce qui fait dire à mon collègue et ami professeur de relations internationales à Francfort, Harald Müller, que ce club de non-prolifération est équivalent à un club d'ivrogne qui expliquerait aux autres qu'il est important de ne pas boire. C'est ça, finalement, le jeu de la non-prolifération. Et dans ce club qui est en train de se fermer, on voit la main de Staline et celle du président Eisenhower, d'abord Truman, puis ensuite Eisenhower, poussé dans le même sens, fermer la porte à double tour. Dans ce jeu de pression, un certain nombre d'acteurs arrivent à passer entre les mailles du filet. D'abord la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne d'une manière très particulière, par les accords des Bermudes et les accords de Nassau, négociés entre le Premier ministre, les différents premiers ministres britanniques et les différents présidents des États-Unis. La Grande-Bretagne, en même temps, obtient des États-Unis une coopération leur permettant d'obtenir l'arme atomique, mais en revanche, cette arme atomique que les Britanniques vont ainsi gagner sera placée sous surveillance américaine. Ce en quoi va se distinguer le général de Gaulle, qui va réclamer l'arme atomique pour défendre l'indépendance et la souveraineté nationale. Ce qui est un début de compétition tout à fait intéressant entre le modèle français, une arme nucléaire qui a été obtenue, certes, avec un certain nombre de fuites venant de l'extérieur, mais qui, pour l'essentiel, est une arme nationale, et l'arme britannique qui est intégrée au jeu transatlantique. Vous le savez, il faut en tout cas le savoir, qu'en 1964, la Chine obtient à son tour l'arme nucléaire. Israël, qui prétend ne pas l'avoir, là, en tous les cas, depuis quand, on ne sait pas trop, mais dispose une centaine de têtes de missiles opérationnelles. L'Inde l'obtient dès 1974. Le Pakistan, du coup, va l'obtenir plus tard en 1998, et la Corée du Nord semble l'avoir obtenu, je dis semble parce qu'on n'est pas sûr de sa capacité opérationnelle, en octobre 2006. Alors, à partir de cela, le jeu de puissance va se jouer horizontalement et verticalement. C'est très simple. Horizontalement, on va déplacer le problème du fameux dilemme de sécurité en organisant la menace réciproque. Tout le travail accompli du temps de la bipolarité, et notamment grâce à la fameuse détente qui va apparaître en 1967 avec la rencontre entre Kosygin et Johnson à Glassboro, mais surtout qui va se banaliser dans les années 70 grâce au partenariat Brejnev-Nixon, eh bien,
Facteur et en même temps résultat de cette détente, la principale préoccupation des deux superpuissances est de ne pas se lancer dans une course infinie aux armements qui se révélerait évidemment coûteuse, donc extraordinairement négative en vue d'atteindre les autres résultats dans le domaine économique, dans le domaine social, etc. D'où les fameuses négociations de SALT I et de SALT II, Strategic Arm Limitation Treaty. Donc, si vous avez voyagé, vous savez que ça veut dire traité de limitation des armes stratégiques. SALT I, 1972, je me rappelle, tout le monde était content, ça y est, on va être heureux, il n'y a plus de danger de guerre, etc., etc. Vous savez, dans les années 60, moi je me rappelle, j'étais tout jeune dans les années 60. Tout jeune, tout petit. Mais nous avions très peur au quotidien d'un conflit nucléaire. 1972, début de la détente, SALT I, on entre dans une logique de limitation qui va être complétée quelques années plus tard, 1979, par SALT II. Et puis 1979, apparition de la deuxième guerre froide, avec notamment le conflit d'Afghanistan, les choses vont se figer. Bien entendu, elles vont reprendre lorsque arrivera au Kremlin Mikhaïl Gorbatchev et que surtout on verra s'effondrer l'URSS. L'URSS agonisante, 1991, signe le traité START, Strategic Arm Reduction, c'est-à-dire c'est plus limitation, START c'est reduction, 1991, suivi de START 2 entre les États-Unis et la Russie, cette fois-ci. START 2, nouvelle étape dans la réduction, mais START 2 n'aura jamais été appliqué. Donc vous voyez qu'on est dans un système un petit peu bizarre. On n'appliquera jamais START 2, mais on va quand même essayer de négocier START 3, qui aboutit à une signature en 2010, mais qui n'est pas davantage appliquée. On est dans le flou, on est dans la volonté bricolée, je dirais, de réduire, en tous les cas de contenir les dépenses en matière d'armement. Ça, c'est le jeu horizontal. Et face à cela, vous avez le jeu vertical. Comment faire pour empêcher les autres d'accéder au club? Comment faire pour éviter la prolifération? Alors, un certain nombre d'initiatives sont prises. La première initiative, elle est prise en pleine guerre froide. C'est 1957, la création d'un organisme dont vous entendez souvent parler, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'idée est de tenter de détourner l'atome vers un usage exclusivement pacifique. Mais l'AIEA ne se révèle pas particulièrement performante, donc on va passer justement au moment où s'ouvre la détente, je vous disais 67 Glasgow, eh bien 68, c'est le traité de non-prolifération. Ce traité de prolifération qui interdit tout transfert de technologie militaire en matière nucléaire, qui interdit aux signataires non détenteurs de l'arme atomique de pouvoir l'obtenir, et surtout, ce qu'on oublie toujours de dire, troisième clause, qui invite les détenteurs de l'arme atomique à travailler activement en vue de la destruction progressive de leur stock d'armes nucléaires. Et l'un des arguments de ceux auxquels on reproche de ne pas respecter le TNP, c'est de dire que les puissances nucléaires elles-mêmes ne le respectent pas en continuant à moderniser leur arsenal et à renforcer leur capacité de destruction. Ce TNP va être signé par la plupart des États, sauf un tout petit nombre, Israël, l'Inde, le Pakistan, le Bhoutan, qui a plutôt tendance à suivre l'Inde, pas parce que le Bhoutan veut avoir l'arme nucléaire, et va être, comme vous le savez, renouvelé en 1995. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la non-prolifération, qui aurait pu être
un régime international impeccable, pourquoi cette non-prolifération ne fonctionne pas? Premièrement, et beaucoup d'événements récents l'ont montré et confirmé, le TNP, pour être efficace, doit être doté d'un système de contrôle qui est presque irréalisable. Comment voulez-vous sérieusement vous assurer qu'un État ne poursuit pas clandestinement un programme d'équipement nucléaire militaire? On accuse beaucoup l'Iran, j'y reviendrai dans un instant peut-être, mais l'Iran n'est pas le seul incriminable. Vous avez ce que l'on appelle les États du seuil, c'est-à-dire des États qui sont réputés capables de se doter très vite de l'arme nucléaire. Et ces États du seuil, vous en avez un très grand nombre, je vous donne là comme ça, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, le Brésil, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, l'Arménie, la Suède, l'Espagne, la Finlande, la Suisse, la Lituanie, le Bangladesh, etc. C'est-à-dire tout un tas d'États dont je ne dis pas qu'ils ont en ce moment un programme secret et clandestin de recherche nucléaire militaire, mais des États pour qui le passage du nucléaire civil qui est avancé dans ces pays au nucléaire militaire est un jeu d'enfant. Comment acquérir la certitude à 100% que cela ne se fait pas? On peut l'accepter sur la bonne mine de certains, mais à partir du moment où dans notre monde profondément inégalitaire, certains sont présumés avoir meilleure mine que d'autres, eh bien, effectivement, les soupçons s'envolent. Je me rappelle qu'en pleine crise irakienne, le délégué de la France aux Nations Unies, M. Jean-David Lévy, disait « Retrouver des traces certaines d'un programme nucléaire militaire en Irak, c'est l'équivalent de trouver une bouteille d'eau sur le territoire français. » C'est-à-dire que c'est une chose extraordinairement compliquée. Deuxième élément, c'est l'extraordinaire difficulté de mettre en place un régime de sanctions. Il n'y a que quelques sanctionneurs qui croient que les sanctions ont une capacité d'empêcher l'Iran d'obtenir les résultats qu'elle escompte obtenir. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui de punir pour obtenir changement de comportement? Troisième élément, je vous parlais de civil et de militaire. Où passe la frontière entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire? Ça aussi, c'est extraordinairement difficile à établir. Quatrième élément, c'est qu'on nous explique dans le TNP que les transferts de technologies militaires sont interdits entre pays détenteurs de l'arme nucléaire et ceux qui n'en sont pas détenteurs, mais les pays détenteurs n'ont cessé de transgresser cette règle, c'est-à-dire le petit coup de pouce de la France de la 4e République et de la 5e République à l'arme nucléaire israélienne, le petit coup de pouce du Pakistan à la Corée du Nord, le petit coup de pouce de la Chine au Pakistan, le petit coup de pouce du Pakistan et de la Chine à l'Iran, le petit coup de pouce des États-Unis à l'Inde, le petit coup de pouce d'autres que pour des raisons de sécurité, je ne dévoilerai pas. Surtout que vous savez qu'aujourd'hui, les transferts sont à deux niveaux. Vous avez les transferts d'État à État, mais vous avez aussi les transferts de personnes à État. Tel ingénieur atomiste brillant de tel pays qui va raconter de manière désintéressée ou rémunérée comment on fait pour fabriquer une bombe nucléaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais surtout, mesdames et messieurs, la principale raison pour laquelle le TNP s'est dû passer, la raison pour laquelle le TNP n'est plus crédible aujourd'hui, c'est que si vous avez pu l'observer, le TNP est un produit de la bipolarité. C'est un produit du condominium américano-soviétique, du temps où les deux superpuissances tenaient leurs troupes, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, c'est-à-dire du temps où
les États-Unis dans leur camp, l'URSS dans le leur, étaient capables de surveiller et éventuellement de modifier le comportement de leurs alliés. Aujourd'hui, qui fait la loi? Quand je vous parlerai du système international, je vous montrerai qu'on est dans un système apolaire, c'est-à-dire dans lequel la capacité de pression du leader ou de l'hégémone est asymptotiquement nulle. Du coup, nous sommes effectivement sur une pente de prolifération. Et ce que je voudrais vous faire sentir maintenant, parce que ça c'est très 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 important, c'est que peut-être avons-nous dépassé l'âge militaire de l'arme nucléaire. Peut-être sommes-nous entrés dans le temps de l'usage politique et diplomatique de l'arme nucléaire, où on veut avoir l'arme nucléaire pour avoir l'air important, comme autrefois pour avoir l'air important, il fallait avoir une belle voiture, ou de beaux vêtements, ou de belles cravates. Aujourd'hui, pour compter sur la scène diplomatique, disposer de la réputation de puissance nucléaire est un élément extraordinairement efficace, extraordinairement rémunérateur. Croyez-vous que la République islamique d'Iran, qui dit ne pas vouloir de l'arme atomique, si elle veut l'arme atomique, croyez-vous que ce soit pour détruire tel ou tel État? Mais cela ne lui donnerait aucune chance de survie. En revanche, se présenter avec une carte de visite sur laquelle il est indiqué détenteur de l'arme nucléaire, voilà qui vous rend partenaire indispensable de toute négociation régionale ou internationale. D'ailleurs, vous avez remarqué, le P5, les 5 permanents du Conseil de sécurité, ce sont 5 puissances nucléaires, c'est même les 5 puissances nucléaires historiques. Ce qui veut dire une chose très simple, c'est que l'avantage comparatif diplomatique de l'arme nucléaire l'emporte de beaucoup sur l'avantage militaire. Lorsque l'Iran était présidé par un radical comme M. Mahmoud Ahmadinejad, celui-ci en avait joué de manière d'ailleurs assez efficace lorsque il a su monnayer le programme nucléaire iranien pour obtenir un débat aux Nations Unies sur la dénucléarisation de la région moyen-orientale, ce que les États-Unis et Israël avaient toujours empêché, parce qu'effectivement, ça fait désordre de dire l'Iran ne doit pas avoir la bombe, l'arme nucléaire, mais en revanche, il y a quand même un pays qui l'a dans la région moyen-orientale. Et s'appuyant sur ce paradoxe, la diplomatie iranienne, pourtant très isolée et très critiquée, a obtenu ce débat au sein des Nations Unies, ce qui donc fait que, en menant ce programme risqué, l'Iran a obtenu déjà un premier avantage, qui est de remettre en cause l'ordre régional tel qu'il s'est établi. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la puissance s'organise et se réorganise au gré des évolutions technologiques. Il y en a d'autres d'ailleurs dont on parlera lors de la prochaine séance. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre surtout, c'est que cette réorganisation de la puissance autour du modèle nucléaire va bien au-delà d'une rationalité militaire et s'installe dans une rationalité diplomatique mondialisée. Rationalité diplomatique mondialisée, c'est ce que des oreilles occidentales ont horreur d'entendre. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des diplomaties occidentales, il y a un seul espace de puissance, c'est les vieilles puissances, issues finalement du concert européen. Ce qui est intéressant autour du débat qui se construit à partir de la question nucléaire, c'est la remise en cause mondiale de cet équilibre.